Saviez-vous qu'il existe une tribu où avoir des enfants est une passion profonde? Ou un endroit où vivre jusqu'à 150 ans est tout à fait normal? Dans ces tribus uniques, les hommes se battent contre des lions et leur repas quotidien inclut souvent de la viande de singe. Ils ne communiquent pas avec des mots, mais avec des cris forts et des sifflements aigus. Dans une tribu, les hommes ivres ne peuvent pas retrouver leur chemin vers chez eux. Non pas parce qu'ils craignent leurs femmes, mais à cause de la manière dont leurs maisons sont construites. Pouvez-vous deviner de quelle tribu il s'agit? The Sejun. Qu'est-ce qui, dans leur mode de vie, choque tous ceux qui en entendent parler? Rejoignez-nous alors que nous plongeons dans le monde de 9 tribus incroyables qui défient les attentes du monde moderne. Au cœur de la forêt amazonienne, une tribu de femmes a créé une société entièrement à elles, non affectée par le monde moderne. Avec environ 700 femmes vivant ensemble, elles ont construit une vie entièrement sans hommes. Dès leur plus jeune âge, les filles apprennent tout ce dont elles ont besoin pour survivre dans la nature, comme la cueillette, l'artisanat et d'autres compétences essentielles. Elles grandissent libres de l'influence masculine, devenant des individus forts et autonomes qui savent comment naviguer dans les défis de la jungle. Mais une question plane sur leur mode de vie. Comment leur communauté continue-t-elle de croître sans hommes? La réponse est surprenante, voire choquante. Quand vient le temps d'apporter une nouvelle vie au monde, ces femmes s'aventurent dans la jungle avec un seul objectif en tête: trouver un homme fort et en bonne santé des tribus voisines. Une fois qu'elles l'ont trouvé, elles le ramènent dans leur établissement, où son rôle est simple mais vital: aider à produire la prochaine génération. Cependant, une fois sa tâche accomplie, il n'est pas autorisé à rester. La vie dans cette tribu réserve encore plus de surprises. Si un enfant né de la tribu est une fille, elle est élevée avec les compétences et les valeurs de survie fondamentales de la tribu. Mais si un garçon naît, son destin prend un chemin différent. Certains sont échangés avec d'autres tribus contre des biens essentiels, comme de la nourriture, des vêtements ou des outils. Une société comme celle-ci pourrait-elle exister dans le monde d'aujourd'hui? Ou est-ce quelque chose que l'Amazonie elle-même pourrait seulement nourrir et protéger? Partagez vos pensées dans les commentaires ci-dessous. Imaginez un endroit où le temps semble s'arrêter, caché dans les montagnes à près de 87 000 pieds d'altitude. C'est Hunza, une vallée reculée près de la frontière du Xinjiang, au Pakistan, où vit une population d'environ 87 000 personnes. Ici, il n'est pas rare que les habitants vivent bien au-delà de 120 voire 150 ans en bonne santé, actifs et pleins d'énergie tout au long de leur vie. Les femmes de Hunza sont particulièrement connues pour leur beauté remarquable. Avec une peau claire et des traits délicats, elles se distinguent des populations voisines. Leur beauté est accompagnée d'une vitalité incroyable. Les femmes ici sont connues pour donner naissance bien dans la soixantaine, bien au-delà de la moyenne mondiale. Les maladies sont rares parmi ces gens, ce qui intrigue les scientifiques et les experts en santé depuis des années. Le secret de leur apparence jeune et de leur longévité réside dans leur alimentation. Principalement végétarienne, leur régime alimentaire se compose de légumes frais, de fruits et de céréales. La viande est réservée aux occasions spéciales, ce que beaucoup croient réduire les risques de santé liés à l'âge. Un aspect intéressant de leur alimentation est la période de jeûne annuelle, où les gens consomment principalement des abricots et de l'eau faite d'abricots séchés. Cette eau de glacier, riche en minéraux essentiels, est également utilisée pour boire et se baigner, et on dit qu'elle aide à lutter contre le vieillissement et à améliorer la santé de la peau. La vie à Hunza est simple, mais active. Les résidents âgés, loin de ralentir, marchent souvent 15 à 20 km par jour, naviguant dans un terrain montagneux escarpé. L'activité physique est centrale à leur mode de vie, ce qui développe leur résilience et les maintient en forme. En fait, il n'est pas rare de voir des septuagénaires ici surpasser des individus beaucoup plus jeunes en endurance et en résistance. Maintenant, passons à une autre tribu fascinante.
Dans leur communauté, les membres se livrent à un festin quotidien de viande de singe. Pouvez-vous deviner de quelle tribu il s'agit? Ne vous inquiétez pas, je vais le révéler dans un instant. Mais avant cela, assurez-vous de cliquer sur le bouton s'abonner et d'activer les notifications afin de ne pas manquer notre dernier contenu. Votre soutien compte énormément pour nous. La tribu Hadzabe vit d'une manière que peu de gens en dehors du passé ancien pourraient imaginer. Connus comme des cueilleurs à vie, surtout de singes, ils ont gagné la réputation d'être les ennemis des singes. Remarquablement, les Hadzabe continuent de vivre un mode de vie qui a peu changé au cours de centaines de milliers d'années, reflétant la simplicité et la résilience de la vie humaine primitive. Le seul changement majeur a été l'ajout de vêtements, fournis par le gouvernement tanzanien. Le mariage et les relations chez les Hadzabe sont uniques et flexibles. Si un couple reste ensemble pendant plus de 2 décennies, la tradition exige qu'ils emménagent chez la mère de la femme. Cependant, si un couple devient distant pendant plus de 2 semaines, la séparation est complètement acceptée sans aucune stigmatisation sociale, permettant aux individus la liberté de passer à autre chose et de former de nouvelles connexions. La survie des Hadzabe est profondément liée à la nature, mais cela signifie aussi vivre sans commodité moderne. Ils boivent directement des lacs et des rivières, partageant ces sources d'eau avec la faune locale. Pour les Hadzabe, l'agriculture est inutile. Ils rassemblent juste assez de nourriture pour survivre, ne laissant aucune graine derrière pour la régénération. La collecte de miel se fait sans souci de préserver les ruches. Ils détruisent souvent les ruches pour accéder au miel, dispersant les abeilles plutôt que de maintenir la ruche pour une récolte future. Leurs outils de cueillette sont à la fois simples et très efficaces. Utilisant des arcs et des flèches fabriquées à partir de plantes locales, les Hadzabe chassent et ramassent dans la nature, y compris des singes, s'appuyant sur des compétences primitives et leur audace. Leur régime alimentaire se compose entièrement d'aliments non transformés, sans cuisinière ni équipement de cuisine moderne. Seulement des pierres et des bâtons pour allumer des feux et cuisiner de la manière la plus basique possible. En ce qui concerne la construction d'abris, l'ingéniosité des Hadzabe brille. Ils fabriquent de petites huttes en forme de dôme à partir de branches d'arbres, sans briques ni mortier. Une grande branche centrale sert de soutien principal, tandis que de plus petites branches créent la structure, tissée serrée pour se protéger du vent et de la pluie. Pour le toit, ils rassemblent des branches pourries, créant un abri simple mais efficace, gratuit et pratique. Ces huttes sont rapides à construire et efficaces pour se protéger des éléments. Les Hadzabe ont même une manière unique de choisir leurs partenaires. Les hommes ayant des voix plus profondes sont considérés comme possédant de meilleures compétences de cueillette. Bien sûr, il n'y a aucune preuve scientifique derrière cette croyance. Donc ne vous inquiétez pas, messieurs. Au cœur de la forêt amazonienne en Équateur, les Waorani ou Wun vivent une vie presque intacte par la société moderne. Avec une population d'environ 4000 personnes, cette tribu indigène a préservé des traditions anciennes pendant des milliers d'années, dépendant entièrement de la jungle pour survivre. Les Waorani sont connus pour leur technique de cueillette unique, ciblant les singes, les sangliers et les toucans. Une journée typique pour un cueilleur Waorani commence haut dans les arbres, où ils observent silencieusement les mouvements des singes. Leur outil de choix pour la cueillette est l'humaine, une arme ressemblant à une lance conçue pour les aider à chasser efficacement. Vivre de cette manière a entraîné des changements physiques au fil du temps. Des années à grimper aux arbres et à se pencher ont façonné les corps des Waorani. De nombreux hommes ont des pieds extrêmement plats, et certains ont même des orteils ou des doigts supplémentaires, parfois 6 au lieu de 5. Un aliment de base de l'alimentation et de la culture des Waorani est le chitra, une boisson fermentée à base de manioc. Le processus de préparation est à la fois laborieux et unique. Après avoir fait bouillir et égoutter le manioc, les membres de la tribu le mâchent, puis le crachent dans le pot, lançant ainsi la fermentation. Les enzymes de la salive sont essentielles à la fermentation, donnant à la boisson son goût distinct
et ses bienfaits nutritionnels. Le mode de vie des Waorani est simple, et cette simplicité s'étend à leurs vêtements ou souvent à leur absence. Leurs vêtements, appelés komi, sont fabriqués à partir de fibres de coton naturel et de feuilles de palmier. Si vous aviez la chance de passer une journée avec les Waorani, apprenant leur technique de cueillette ou goûtant le chitra, le feriez-vous? Faites-le nous savoir dans les commentaires ci-dessous. Nous avons déjà partagé l'histoire fascinante des maisons uniques des Maasai, construites à partir de bousses de vache, mais vous êtes-vous déjà demandé qui les construit réellement? Bien que les Maasai résident principalement en Tanzanie, leurs traditions sont centrales à la culture kenyane, offrant un rare aperçu d'un monde qui résiste aux pressions de l'urbanisation moderne. Ce qui distingue les Maasai, c'est leur relation extraordinaire avec la faune. Contrairement à de nombreuses communautés qui dépendent de la chasse d'animaux sauvages pour se nourrir, les Maasai ne chassent pas. Au lieu de cela, ils se soutiennent principalement grâce à leur bétail, notamment les vaches, les moutons et les chèvres. Leur alimentation est principalement basée sur la viande et le lait, les légumes étant une rare addition. Cela reflète leurs coutumes profondément ancrées et leur mode de vie. Dans les villages Maasai, la structure sociale est tout aussi fascinante. Un chef peut avoir plusieurs épouses et de nombreux enfants, tous vivant ensemble dans des maisons en terre. Ces maisons sont construites par les femmes de la communauté, défiant la croyance commune selon laquelle les hommes construisent des maisons pendant que les femmes s'occupent simplement d'elles. Le profond respect des Maasai pour l'environnement, leur système social complexe et leur dévouement à préserver les traditions font d'eux une culture remarquable à étudier. Au Kenya, naître homme Maasai signifie entrer dans l'une des dernières grandes cultures guerrières du monde. Dès leur plus jeune âge, les garçons Maasai apprennent les responsabilités de la virilité. En fait, ils sont formés pour devenir des guerriers. Les guerriers tribaux sont d'une immense fierté dans la culture Maasai, et ce rôle est célébré par des rituels et des cérémonies. Guidés par leurs pères et les anciens, les jeunes garçons apprennent les pratiques culturelles, les lois coutumières et les devoirs de guerriers qu'ils hériteront un jour en grandissant. Dans leur société largement patriarcale, les hommes occupent les rôles principaux dans la prise de décision, tandis que les femmes jouent des rôles vitaux dans la famille et la communauté. Avec une espérance de vie d'environ 45 ans, les femmes Maasai mènent des vies physiquement exigeantes. Elles se marient souvent selon les coutumes de la communauté et soutiennent leur famille. L'accès à l'éducation formelle peut être limité, mais de nombreuses femmes Maasai contribuent de manière significative à la préservation des connaissances et des pratiques traditionnelles de leur tribu. Malgré les difficultés de leur mode de vie, les femmes Maasai sont connues pour leur résilience, créant un fort sentiment de solidarité et de fraternité qui renforce leur communauté. Haut dans les arbres du sud-est de la Papouasie, en Indonésie, la tribu Korowai a créé un mode de vie qui est sans pareil dans le monde moderne. Vivant dans des maisons dans les arbres, qui peuvent atteindre jusqu'à 12 mètres au-dessus du sol, et dans certains cas même 35 mètres, les Korowai habitent un espace qui offre à la fois sécurité et isolement. Leur décision de vivre en hauteur est devenue un symbole de résilience, les protégeant des menaces au niveau du sol, telles que les inondations, les animaux sauvages et les tribus rivales. Cette hauteur offre également un niveau de confidentialité et de sécurité difficile à égaler dans la dense forêt tropicale. Chaque maison Korowai est soigneusement fabriquée à partir de matériaux rassemblés dans la forêt. Les maisons ressemblent à de gigantesques nids d'oiseaux, suffisamment grandes pour accueillir des familles entières, parfois plus d'une douzaine de personnes. Ces maisons dans les arbres sont généralement construites sur un seul arbre, bien que des structures plus grandes soient soutenues par plusieurs troncs d'arbres. Accéder à ces maisons élevées nécessite de grimper une échelle en corde, une tâche qui peut être difficile même pour ceux qui y sont habitués. En conséquence, tout membre de la tribu qui a trop bu peut préférer dormir au sol plutôt que de risquer de grimper l'échelle dans son état. Le design des maisons Korowai est à la fois pratique et efficace. Les zones de cuisson sont situées sous l'espace de vie principal,
minimisant le risque d'incendie. Alors que les hommes portent généralement peu de vêtements, souvent juste une liane enroulée autour de leur taille, les femmes portent généralement des jupes faites de feuilles séchées. Les tatouages sont également courants, servant de marqueurs importants d'identité et d'histoire personnelle au sein de la tribu. Vivant de la terre, les Korowai sont des cueilleurs experts. Les hommes se rendent dans la forêt pour abattre des palmiers et extraire la pulpe, que les femmes transforment ensuite en farine par un processus de tamisage lent et minutieux. Cette farine de palmier est séchée au feu et stockée pendant jusqu'à 2 mois avant d'être prête à être cuisinée. La tribu cuit souvent la farine dans des tubes en bambou, la mélangeant avec des crevettes, du poisson et d'autres prises fraîches des ruisseaux voisins. Les femmes Korowai sont particulièrement habiles à attraper des crevettes, des crabes et des escargots, ajoutant des protéines à leur alimentation avec ces délices aquatiques. L'une des délicatesses les plus inhabituelles du menu Korowai est la larve de palmier. Après qu'un palmier est pourri pendant plusieurs semaines, il devient un hôte pour les larves, que les Korowai récoltent et mangent. Cette pratique, bien que peu conventionnelle, fournit à la tribu une riche source de protéines et de graisse. C'est similaire au plat de verre de coco que l'on trouve en Asie du Sud-Est, démontrant la débrouillardise des Korowai dans l'utilisation de chaque partie de leur environnement pour survivre. Vivant dans une partie du monde aussi isolée, les Korowai communiquent également de manière à refléter leur environnement. Leur langue est composée de cris, de sifflements et de signaux visuels tels que la fumée et des marqueurs de sentiers. Ils peuvent même lire les empreintes pour envoyer des messages les uns aux autres. Seules quelques personnes Korowai savent lire, ce qui signifie que leurs méthodes de communication ont été finement ajustées au monde naturel qui les entoure, plutôt que façonnées par des influences extérieures. Dans les hautes terres accidentées de Papouasie, en Indonésie, la tribu Dani se dresse comme un témoignage de la résilience culturelle et des traditions anciennes. Vivant en isolement du monde moderne, le mode de vie de cette communauté est façonné par des coutumes séculaires, étroitement liées à la terre et à leurs ancêtres. Accessible uniquement par les airs, le monde des Dani reste largement intact par les influences extérieures, offrant un rare aperçu d'un mode de vie qui continue de prospérer à sa manière distincte. Les hommes Dani sont les principaux pourvoyeurs de la tribu, des chasseurs hautement qualifiés qui portent des vêtements traditionnels appelés koteka. Fabriqués à partir de la coquille naturelle d'une citrouille, cet habit pratique reflète à la fois leur ingéniosité et leur fierté culturelle. Les femmes Dani, quant à elles, portent des noken, des jupes tissées à partir de fibres d'orchidée qui les couvrent de l'épaule aux genoux. Ces vêtements servent non seulement de protection, mais aussi d'emblème de leur identité et de leur profonde connexion au monde naturel qui les entoure. La communauté Dani réside dans des honais, des huttes robustes construites avec de l'écorce d'arbre et des feuilles de palmier. Ces maisons simples mais efficaces sont parfaitement adaptées aux conditions difficiles du climat de montagne, offrant chaleur et abri dans un environnement qui peut être à la fois beau et impitoyable. L'une des coutumes les plus profondes de la tribu Dani est leur approche pour honorer les morts. Lorsqu'un être cher décède, certaines femmes Dani expriment leur chagrin de manière physique, marquant leur peine par des manifestations profondes et visibles d'émotion. Dans le cadre du processus de deuil, les femmes peignent également leur visage en un hommage solennel, un rituel partagé qui unit la communauté dans son chagrin collectif. Le respect des Dani pour leurs ancêtres se reflète également dans leur approche unique de la préservation des défunts. Les corps sont soigneusement momifiés et conservés par des méthodes traditionnelles, leur permettant de rester préservés pendant des générations. Ces momies ancestrales symbolisent le respect durable de la tribu pour son héritage et son désir de garder la mémoire de ces êtres chers vivantes pendant des siècles. En termes de mariage, la tribu Dani accorde une grande importance aux liens familiaux et aux alliances communautaires. Les hommes peuvent prendre plusieurs épouses, mais seulement s'ils sont capables de fournir à chacune un abri séparé et un terrain. Le prix de la mariée,
souvent payés en bétail, en particulier des porcs, soulignent l'importance de ces alliances et le rôle que joue le bétail dans la culture dani. Les porcs sont considérés comme un atout précieux et sont souvent échangés dans le cadre de l'accord de mariage, marquant l'union comme un lien à la fois personnel et communautaire. La préparation des aliments dans la tribu dani est plus qu'un simple moyen de subsistance. C'est un événement communautaire, empreint de rituels. Les porcs, qui constituent une partie centrale de leur alimentation, sont cuits selon une technique ancestrale. La tribu se rassemble pour préparer la nourriture, plaçant des pierres chauffées dans une fosse et les superposant avec des légumes et de la viande de porc, le tout enveloppé hermétiquement dans des feuilles et lié avec du rotin. Ce cuiseur improvisé cuit lentement les ingrédients, permettant aux riches saveurs naturelles de s'infuser. Une fois le repas prêt, toute la communauté se réunit pour le déballer et le partager, célébrant l'unité et l'abondance de leurs ressources communes. Dans les hautes terres isolées de la province de Sepik-Est en Papouasie-Nouvelle-Guinée, le peuple Yafo vit dans des communautés cachées au cœur de la forêt, où leur vie reste largement intacte par le monde moderne. Cette tribu isolée a d'abord attiré l'attention mondiale en 1988, lorsque l'explorateur britannique Benedict Allen s'est aventuré sur leur territoire, présentant les Yafo au monde extérieur pour la première fois. Les Yafo vivent en groupes soudés, où chaque membre contribue à la survie de la tribu. Leur mode de vie tourne autour de la cueillette et de l'agriculture à petite échelle, des pratiques courantes chez de nombreuses tribus indigènes de Papouasie-Nouvelle-Guinée. Entourés d'une jungle dense, ils cultivent des cultures de base et dépendent fortement de la terre, cueillant des fruits, des racines et des herbes sauvages. La chasse de petits gibiers complète également leur alimentation, assurant que leur communauté est bien nourrie. La Papouasie-Nouvelle-Guinée est célèbre pour sa grande diversité culturelle et linguistique, avec plus de 800 langues parlées à travers le pays, chacune représentant une culture et une vision du monde distinctes. Les Yafo font partie de cette riche tapisserie, incarnant l'une des dernières cultures intactes au monde. Leur existence isolée a permis à leurs traditions et coutumes de rester largement inchangées, préservant un mode de vie qui offre un rare lien avec une époque avant la révolution industrielle et les influences modernes. Comme de nombreuses tribus de la région, les Yafo pratiquent l'ornementation corporelle et le tatouage comme des expressions vitales d'identité et de spiritualité. Bien que les détails spécifiques de leurs coutumes de tatouage ne soient pas entièrement connus, d'autres groupes de Papouasie-Nouvelle-Guinée utilisent les tatouages pour refléter leur profonde connexion à leurs ancêtres et à la terre. Ces tatouages servent de plus qu'une simple décoration. Ils signifient le statut, les réalisations et les événements marquants de la vie. Chaque motif porte une signification profonde au sein de la tribu, marquant des étapes dans la vie d'une personne et renforçant son identité au sein de la communauté. Le peuple Yanomami, une tribu indigène habitant les forêts tropicales du sud du Venezuela et du nord du Brésil, a prospéré dans l'un des écosystèmes les plus riches biologiquement au monde pendant des milliers d'années. Leur territoire s'étend à travers le bassin de l'Orénoque et le nord de l'Amazonie, où une diversité incroyable de plantes et d'animaux vit. Dans cet environnement luxuriant, les Yanomami ont créé un mode de vie étroitement lié à la forêt. Un mode de vie qui reste éloigné de la société moderne, mais parfaitement adapté à leur environnement. Les Yanomami vivent dans de petits villages soudés appelés chabonos. Ces grandes maisons communautaires abritent souvent des familles élargies vivant ensemble sous un même toit. Fabriqués à partir de matériaux collectés localement, comme le bois et les feuilles de palmier, les chabonos présentent un centre ouvert, où la communauté se rassemble pour partager de la nourriture et tenir des rituels. Les Yanomami sont semi-nomades, déplaçant leur village lorsque la terre a été épuisée, ne laissant derrière eux que des matériaux naturels qui se décomposent et retournent à la terre. Au cœur de la survie des Yanomami se trouve leur technique de culture sur brûlis, une pratique qui les sert depuis des siècles.
Ils choisissent de petites parcelles de forêt à défricher et à brûler, enrichissant le sol avec des cendres riches en nutriments, rendant le sol idéal pour la plantation. Cette technique de culture itinérante garantit que la forêt se régénère après quelques années, préservant la terre et ses ressources. La culture itinérante soutient plus de 200 millions de personnes à travers le monde, prouvant son efficacité dans les environnements forestiers. La profonde connaissance des Yanomami de ce cycle garantit que la terre reste abondante pour les générations futures. Si vous avez aimé la vidéo d'aujourd'hui, n'hésitez pas à cliquer sur le bouton j'aime et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne. Votre soutien compte énormément pour nous. Cliquez sur la vidéo qui apparaît actuellement sur votre écran. Je suis sûr que ce contenu va vous plaire. Dites-nous en commentaire quel pays vous aimeriez voir présenté sur notre chaîne. Merci beaucoup d'avoir regardé, et à très bientôt dans la prochaine vidéo. Merci de nous avoir rejoints dans cette aventure géniale. Déposez vos pensées dans les commentaires, donnez-nous un like et n'oubliez pas de vous abonner pour plus. À la prochaine.